Après avoir transmigré, l'homme passe des décennies et devient finalement le grand précepteur, détenant le pouvoir suprême sur le royaume. Mais alors qu'il s'apprête à jouir des plaisirs du monde mortel, deux cultivateurs apparaissent soudainement au-dessus du palais. Ces deux-là commencent à se battre dans les airs, ignorant complètement les mortels en contrebas. Les conséquences sont comme une punition divine qui s'abat, réduisant la capitale entière en ruine. Mes dizaines d'épouses, de concubines et d'enfants ne peuvent échapper à ce désastre. Pourtant, je ne peux m'empêcher de rire d'excitation. Car depuis le jour où je suis devenu fonctionnaire, j'ai utilisé mon pouvoir pour chercher des traces d'immortels. J'ai autrefois envoyé des dizaines de milliers de cavaliers vers les mers gelées de l'extrême nord, le grand océan de l'extrême sud, l'abîme du vide de l'extrême est et les montagnes connectées de l'extrême ouest. Pourtant, même après avoir fouillé presque tout le Grand Xuan, je ne trouve aucune trace de l'existence des immortels. Aujourd'hui, après avoir vu que les cultivateurs existent vraiment, je lève rapidement la main et forme des sauts manuels. J'invoque mon artefact, réincarnation. Il peut transformer tout ce que j'ai réellement vécu en expérience illusoire simulée, me permettant de revenir à un point d'ancrage défini. En fait, c'est déjà ma deuxième vie depuis ma transmigration sur ce continent. Dans ma première vie, faute de compréhension de ce monde, je suis devenu plus tard un homme riche ordinaire, je me suis marié, j'ai eu des enfants et j'ai mené une vie sans histoire. Finalement, alors que ma vie touchait à sa fin, j'ai enfin éveillé cet artefact appelé réincarnation. Grâce à cet artefact, je suis capable de m'élever rapidement dans cette vie et de devenir le grand précepteur. Cependant, je ne peux pas redémarrer immédiatement maintenant car dans cette vie, il y a encore une affaire très importante à régler. Maintenant que la plupart des bâtiments de la capitale Xuan ont été détruits en un instant, après que mon bataillon de garde de confiance ait pris le contrôle, non seulement ils pourront avancer plus rapidement la reconstruction, mais surtout, je pourrai rester au camp militaire et enquêter sur la localisation de ces deux cultivateurs. Plusieurs mois plus tard, la capitale reconstruite retrouve enfin quelques signes de vie. Pendant ce temps, les agents secrets que j'envoie sont incapables de trouver la moindre trace de ces deux cultivateurs. Puisque c'est le cas, je ne souhaite pas perdre plus de temps ici. J'active immédiatement la réincarnation. Comme d'habitude, plusieurs options de préservation apparaissent devant moi. Premièrement, conserver un objet que je possède dans cette vie. Deuxièmement, conserver mon royaume de cultivation. Troisièmement, permettre à un de mes proches de conserver les souvenirs de cette vie. Quatrièmement, abandonner toutes les options pour accélérer la progression de la charge. Après les avoir examinées, je prévois toujours de continuer à choisir la quatrième option. La transformation en illusion de l'artefact de réincarnation nécessite d'être chargé. Lorsque je subirai un coup fatal, il consommera de la progression de charge pour activer automatiquement un bouclier protecteur. Mon but dans cette vie est d'apprendre les secrets de la cultivation de ces deux cultivateurs. Avec 2 vies d'expérience, tout se déroule sans accroc, comme un flux naturel. À cet examen, j'écris une dissertation encore meilleure que dans ma vie précédente, obtenant directement les plus hautes distinctions aux 3 examens impériaux, devenant ainsi renommé dans tout le royaume. Ensuite, je choisis toujours de servir comme fonctionnaire dans le comté de Wen. Bien que la cour exprime beaucoup de confusion et de regrets, elle approuve quand même ma demande. Grâce à ma grande réputation, ainsi qu'à ma compréhension complète des tempéraments de tous les fonctionnaires du comté, je soumets rapidement le comté de Wen et commence à promouvoir mes subordonnés de confiance. Ensuite, je trouve quelqu'un qui peut servir de sosie au prince Langia et le forme pour en faire un confident de confiance. Après cela, en coordonnant avec lui de l'intérieur et de l'extérieur, j'élimine le prince Langia et prends sa place. À partir de ce moment, j'ai réussi à prendre le contrôle du manoir du prince Langia. Plus tard, le mariage entre le prince Langia et la petite fille du grand érudit en chef se déroule comme prévu. Cette nuit-là, j'entre secrètement dans la chambre nuptiale et consomme le mariage avec la princesse de Langia. L'année suivante, elle me donne un fils. Après quelques années de plus, l'empereur tombe finalement gravement malade. Après avoir reçu l'édit de succession, j'amène rapidement mes confidents à la capitale. Après que ma marionnette, le prince Langia, soit monté sur le trône, je place largement mes confidents à travers la cour. Combiné à la coopération secrète de la petite fille du grand érudit, je contrôle rapidement la cour et le royaume. Après avoir soutenu mon fils jusqu'au trône, je me nomme grand précepteur, atteignant une fois de plus une position de pouvoir suprême sur le royaume. Ce jour-là, des agents secrets viennent enfin rapporter qu'ils semblent avoir découvert le royaume immortel. Ils disent qu'à l'extrême et du continent, la brume au-dessus de l'abîme du vide se dissipe pendant une demi-journée tous les 15 ans. À ce moment-là, ils ont vaguement vu de nombreux bâtiments magnifiques cachés à l'intérieur. À en juger par la scène prospère, la ville devrait contenir pas moins d'1 million de personnes. De plus, de nombreuses bêtes rares et exotiques volaient dans le ciel. En entendant cela, je lui demande s'il a trouvé un moyen de descendre dans cet abîme. L'homme dit qu'ils ont essayé diverses méthodes, mais aucune n'a réussi. Dès qu'ils descendent, ils sont déchiquetés par un vent violent qui apparaît de nulle part. En entendant cela, je soupire silencieusement. Il semble que je doive encore attendre que ces deux cultivateurs apparaissent à nouveau au-dessus de la capitale. Bientôt, plus de 10 ans passent, et le temps arrive au jour où j'ai vu les cultivateurs dans ma vie précédente. Ces deux-là apparaissent au-dessus de la capitale, tout comme la dernière fois. Cependant, cette fois, alors qu'ils s'apprêtent à se battre,
il découvre soudain de nombreux projectiles métalliques s'élevant rapidement de la ville en contrebas. L'homme costaud nommé Kuon active à la hâte son bouclier protecteur pour se défendre. En regardant en bas, il découvre. Ces projectiles métalliques proviennent tous de tubes en métal entre les mains de ces mortels au sol. Kuon regarde ces boulettes de métal, très curieux de savoir ce qu'elles sont. Alors il utilise des techniques immortelles pour en prendre une des mains de ces gens afin de l'examiner. Après avoir terminé son inspection, il dit que c'est dommage que ce genre de choses n'ait d'effet que dans cette terre où le grand Tao est incomplet. Puis il regarde en bas et dit que nous, mortels, osons attaquer un cultivateur comme lui. Sur ce, il balaie de sa grande main et libère le rugissement d'un dragon de feu vers le sol. La seconde suivante, ce dragon de feu balaie toute la capitale comme un démon destructeur de monde. En un clin d'œil, il réduit de nouveau la capitale en ruine. Mais quand il regarde à nouveau le sol, il est choqué par la scène qui s'offre à lui. Il découvre que bien que les bâtiments se soient effondrés, pas un seul mortel en dessous n'a été blessé ou tué. Dao Xuanzi, sur le côté, discerne l'astuce, disant que ses armes cachées de tout à l'heure ont été trempées dans du sang de mortels. Ce n'est qu'alors que Kuon comprend soudainement. Il faut savoir que le sang des mortels contient quelque chose appelé le miasme immortel mortel. Au contact, au mieux, son pouvoir spirituel s'affaiblit. Au pire, cela met sa vie en danger. Les deux comprennent rapidement qu'ils sont tombés dans une embuscade et se tournent immédiatement pour quitter cet endroit d'abord. À ce moment, je crie fort. Si vous fuyez aujourd'hui, alors demain la nouvelle que vous avez obtenue, la méthode de cultivation de la formation du noyau se répandra dans tout le monde de la cultivation. En entendant cela, le cœur de Dao Xuanzi tremble violemment. L'obtention de la méthode de cultivation n'est connue que de deux et n'a pas pu fuiter. Ce qu'il ignore, c'est que cette information, y compris sur le miasme immortel mortel, je l'ai apprise de leur dialogue de combat dans ma vie précédente. Pendant le bref instant où ils sont stupéfaits, des dizaines d'autres boulets de canon jaillissent du sol. Par la suite, lorsque les boulets de canon explosent autour d'eux, ils sont tous remplis de sang de mortels. Finalement, tous deux sont corrodés sur tout le corps, incapables de voler, et tombent tous les deux. Les soldats environnants crient fort, 2 maîtres immortels, ne résistez plus, s'il vous plaît. Notre grand précepteur a ordonné que si vous vous rendez tous les deux, vous pourrez garder la vie sauve. Alors que Dao Xuanzi se prépare à se battre jusqu'à la mort, il découvre un anneau volant devant lui. En se retournant, il découvre que cet anneau appartient à Kuon, qui gît mourant sur le sol. Il dit à Dao Xuanzi de prendre rapidement son anneau de stockage et de trouver un moyen de s'échapper. Sur ce, il rend son dernier souffle. En observant cette scène de loin, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de la létalité du miasme immortel mortel envers les cultivateurs, qui est en fait si grande. Dao Xuanzi croit que d'autres cultivateurs se cachent derrière les mortels, utilisant le miasme immortel mortel contre eux. Il refuse d'accepter que lui et son frère meurent des mains de si méprisables scélérats. Alors il mobilise sa dernière parcelle de pouvoir spirituel au prix de sa force vitale, utilisant les merveilles du ciel et de la terre comme fondation, et appelle, épée, viens. La seconde suivante, une grande épée de 100 mètres de large descend des cieux. Alors que cette épée géante est sur le point de s'abattre sur la capitale, j'active à la hâte l'artefact à nouveau, mettant fin à cette vie et retournant au point d'ancrage initial. Cette fois, je prévois d'abord de gagner la confiance de l'un des deux. Donc, dans cette vie, après avoir pris le contrôle de la cour, je viens personnellement dans la zone au-dessus de l'abîme du vide. Selon le calcul du temps, c'est aujourd'hui exactement le jour où le brouillard dense se dissipe tous les 15 ans. Mais en prenant le télescope pour observer clairement la scène en contrebas, des sueurs froides me parcourent instantanément tout le corps. Car sous cet abîme, il n'y a pas le moindre bâtiment magnifique. Tout est devenu ruine. De plus, sur le mur de pierre géant, les mots « Le Tao immortel est mort » sont inscrits. Cela me fait me demander quels changements ont eu lieu ici et ce qui est arrivé exactement à tout le monde de la cultivation. Alors j'attends encore plusieurs décennies jusqu'au jour où les deux apparaissent au-dessus de la capitale. Cette fois, je fais tirer tous les soldats sur Kuon tout en criant fort, « Kuon, nous attendons ici depuis longtemps sous les ordres du maître immortel Dao Xuanzi. » Après que Kuon a bloqué les balles et découvert qu'il s'agit du miasme mortel immortel, son cœur est grandement alarmé. Puis il maudit bruyamment Dao Xuanzi à côté de lui, « Salaud !» Mais Dao Xuanzi, de son côté, est encore plus perplexe. Il ne comprend pas pourquoi des mortels attaqueraient Kuon sous sa bannière et utiliseraient même le miasme mortel immortel. Il explique à la hâte que ces mortels n'agissent pas sur ses instructions. Avant qu'il ne puisse finir, je crie à nouveau Denba, maître immortel Dao Xuanzi, comment pouvez-vous nous tourner le dos? N'aviez-vous pas dit qu'après vous avoir aidé à vous emparer de la méthode de cultivation de formation du noyau, vous emmèneriez mon peuple loin de cette terre coupée des immortels? Sachez que pour le miasme mortel que vous avez mentionné, nous avons provoqué la fureur du peuple. Si vous ne pouvez pas nous faire sortir, mon clan mourra sûrement sans sépulture. Cela rend Kuon, qui hésitait, certain que c'est bien Dao Xuanzi qui complote contre lui. Car à part eux deux, il est impossible que quiconque d'autre dans ce monde connaisse l'existence de la méthode de cultivation. Dao Xuanzi voit que continuer ainsi n'est pas une solution, alors il emploie des techniques immortelles et commence à chercher la source de la voix au sol. Peu après l'avoir trouvée, il fonce violemment vers le sol. En atterrissant, il découvre que les voix émanent d'une boîte noire. Il se demande quel genre d'artefact c'est. Cette personne est vraiment si prudente. Pensant cela,
il libère nonchalamment des techniques immortelles et réduit mon haut-parleur en miettes. Au même moment, Kuon le poursuit également et arrive. Il crie, Dao Xuanzi, vous et moi nous connaissons depuis 100 ans. Je n'aurais jamais cru qu'à la fin, vous seriez ce genre de personne. Sur ce, il lève la main et libère la technique du dragon de flamme enragé. Instantanément, un pilier de feu jaillit violemment vers Dao Xuanzi. Dao Xuanzi ne va naturellement pas rester les bras croisés à attendre la mort. Il lève également la main et invoque sa longue épée, qui entre en collision avec ce pilier de feu. À ce moment, je recommence à crier, ce Dao Xuanzi est inconstant et vengeur. Si nous le laissons gagner, nous n'aurons aucune chance de survie. Homme, écoutez mon commandement, aidez le maître immortel Kuon à s'occuper de Dao Xuanzi. En entendant cela, Kuon est ravi et dit, comme le dit le proverbe, qui commet trop d'injustice court à sa propre perte. Dao Xuanzi, je n'aurais jamais pensé que vous, qui vous êtes toujours targué d'être noble, trahiriez aussi les autres et en subiriez les conséquences. Accusé à tort, Dao Xuanzi est si enragé qu'il maudit Kuon, espèce d'imbécile. Nous sommes manipulés par quelqu'un. Mais Kuon refuse catégoriquement d'écouter. Il forme immédiatement des sauts manuels et libère sa technique récemment comprise, la prison du dragon. À peine ces mots prononcés, une cage forgée de flammes à haute température descend du ciel, piégeant Dao Xuanzi. Voyant cela, Dao Xuanzi forme aussi à la hâte des sauts manuels pour briser la cage. Avec une forte détonation, il s'élève dans le ciel, portant sa longue épée. Puis, utilisant sa technique ultime, il invoque à nouveau cette épée géante. Kuon en bas n'a aucune intention de reculer. Il a longtemps voulu tester sa force contre cette technique de Dao Xuanzi. Juste au moment où les deux s'apprêtent à s'affronter simultanément avec leurs techniques ultimes, j'ordonne à mes subordonnés de tirer une volée sur Dao Xuanzi. Après l'explosion des balles, le miasme mortel immortel l'entoure complètement. Cela fait chuter brusquement sa puissance spirituelle, et il est frappé par la prison du dragon de Kuon. Sans lui laisser le temps de réagir, ses branches se séparent rapidement, déchiquetant Dao Xuanzi. Cette épée géante dans le ciel se transforme également en fragments et se disperse. Après l'atterrissage de Kuon, je m'avance à la hâte pour lui présenter mes respects et lui demander de sauver les 1000 vies de mon clan. Il se tourne et demande, cette voix qui venait de toutes les directions tout à l'heure, c'était votre œuvre, n'est-ce pas? Il dit aussi que moi, un simple mortel, j'ai osé interférer dans la bataille entre cultivateurs. Je dis que je ne cherche qu'une lueur de survie. En entendant cela, Kuon s'adoucit et dit que tout le monde dans ce monde lutte désespérément pour cette lueur de survie. Ensuite, je dis que Dao Xuanzi m'avait promis que si cela réussissait, il nous emmènerait loin d'ici. Kuon soupire et dit, depuis 100 ans, Dao Xuanzi a toujours tenu parole en public. Je n'aurais jamais pensé qu'il agissait en réalité sans aucun principe trompant même les mortels. La formation de rupture immortelle est extrêmement dangereuse. Même nous avons besoin d'un effort considérable pour partir, alors comment serait-il possible d'emmener des mortels? En entendant ces mots, mon cœur tremble violemment. Après avoir repris mes esprits un instant, je dis que ce n'est pas l'endroit pour parler. Puis je le conduis dans une chambre souterraine et lui demande si ces paroles sont vraies. Kuon dit qu'il n'a nul besoin de me tromper, moi, un simple mortel. Peut-être que des cultivateurs au stade du noyau d'or pourraient protéger des mortels en traversant cette formation de rupture immortelle. En entendant cela, j'ai demandé avec abattement, cela signifie-t-il que nous, les mortels, n'avons aucun espoir de quitter ce monde? Pour quitter la terre coupée des immortels, il faut traverser la formation de rupture immortelle. Avec un simple corps de mortel, il n'y a absolument aucune possibilité de la traverser. Il dit aussi qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Ne serait-ce pas très bien d'être un empereur local ici? Ensuite, je lui demande si quelqu'un pouvait cultiver jusqu'à l'établissement des fondations comme lui, pourrait-il alors partir? Après avoir entendu cela, Kuon rit de bon cœur et dit que c'est impossible. Cet endroit n'a aucune énergie spirituelle, il n'y a donc aucun moyen de cultiver. De plus, vous, les mortels, êtes couverts de miasmes, alors comment pourriez-vous cultiver pour devenir des immortels? Il me conseille d'abandonner cette idée. Pour les mortels qui souhaitent cultiver, ils doivent d'abord aller dans le monde extérieur pour reconstruire leur corps et purifier le miasme. Sinon, même si le chemin de l'immortalité est placé devant eux, ils peuvent le voir mais ne peuvent pas le saisir. En entendant cela, je suis si désespéré que tout mon corps tremble. Après avoir confirmé une fois de plus avec lui qu'il n'y a vraiment aucune solution, je me lève et je sors. Au moment où je sors de la chambre, la porte de pierre de 2 mètres et demi d'épaisseur se ferme rapidement. Immédiatement après, du miasme mortel immortel jaillit rapidement des murs de pierre environnants, enveloppant Kuon. Finalement, seuls ces cris d'agonie parviennent à travers la porte de pierre. Puisque les immortels et les mortels ne peuvent coexister, comment pourrais-je, simple mortel, faire entièrement confiance à ces paroles? J'ai écouté le récit de Kuon, qui explique que c'est la terre coupée des immortels. Tout commence avec la grande catastrophe dans l'ancien monde de la cultivation il y a plusieurs milliers d'années. Au début, les cultivateurs ne prenaient pas la peste parmi les mortels au sérieux, jusqu'à ce qu'un cultivateur contracte cette peste. Elle est soudainement devenue virulente et a commencé à se propager parmi les cultivateurs. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne se propage dans tout le monde de la cultivation par le biais de l'énergie spirituelle dont dépendent les cultivateurs. Les cultivateurs qui ont contracté cette peste, dans les cas bénins, ont régressé dans leur cultivation et ont chuté de royaume. Dans les cas graves,
Ils perdaient toute leur cultivation du jour au lendemain, ne devenant pas différents des mortels, puis mouraient et leur dao se dissipait. En désespoir de cause, les cultivateurs ont déversé leur fureur sur les mortels. Le massacre à grande échelle a continué pendant un certain temps avant d'être arrêté. Car ils ont découvert qu'après la mort des mortels, la peste non seulement ne disparaissait pas, mais perdait ses contraintes et se propageait encore plus gravement par l'énergie spirituelle, faisant périr davantage de cultivateurs. Cependant, les cultivateurs n'allaient pas rester les bras croisés à attendre la mort. Immédiatement, de nombreux cultivateurs ont commencé à rechercher des méthodes pour traiter et résister à cette peste. Un autre groupe de cultivateurs a proposé le tristement célèbre plan de la Grande Migration. Ils ont chassé tous les mortels du monde de la cultivation vers des mondes mineurs environnants sans énergie spirituelle ou des cieux cavernes brisées, puis ont utilisé des formations pour les sceller de façon permanente, empêchant les mortels de revenir. À l'origine, le monde de la cultivation n'avait pas de mortels, mais tous les enfants nés de cultivateurs n'avaient pas d'aptitude à la cultivation. Avec le temps, de nombreux mortels sont à nouveau nés. Si ces descendants voulaient cultiver, ils devaient purifier le miasme de leur corps. Peu à peu, ce miasme est devenu le marqueur distinguant les immortels des mortels, et tout le monde l'a appelé le miasme immortel mortel. Après avoir lu le témoignage de Kuon, mes mains n'arrêtent pas de trembler. Il existe d'innombrables terres coupées des immortels, et les cultivateurs prêts à risquer un grand danger pour y entrer sont extrêmement rares. Pouvoir en rencontrer deux est déjà une chance extrême. En tant que mortel, ma durée de vie est limitée. Même si je peux simuler continuellement la réincarnation, je ne fais que répéter dans les limites de ma durée de vie. Cette année, j'ai déjà 70 ans, avec une limite de vie physiologique supérieure de 86 ans. Durant ces 16 années, la possibilité de rencontrer d'autres cultivateurs est pratiquement nulle, mais je ne me résignerai absolument pas à répéter cette vie mortelle, vie après vie. À ce moment, je pense soudain à quelque chose d'important. Je me rends donc précipitamment à la cellule de prison et demande à Kuon comment ces mortels sont arrivés à l'origine dans cette terre coupée des immortels. Kuon voit que je n'ai toujours pas abandonné et me demande à quoi cela servirait même si je sortais. À plus de 70 ans, est-ce que je veux encore cultiver pour devenir un immortel? Je dis que maintenant sa cultivation est complètement perdue. S'il retourne dans le monde de la cultivation, pourra-t-il continuer à cultiver? Alors je promets que tant qu'il pourra m'aider à trouver un chemin vers le royaume immortel, je le ramènerai avec moi. Kuon me traite de scélérat perfide et me dit de ne plus essayer de le tromper. Je dis que vérité ou mensonge, c'est finalement un espoir. Veut-il passer le reste de sa vie dans une cellule de prison? Impuissant, Kuon doit me dire qu'à l'époque, ils auraient utilisé des artefacts similaires à des vaisseaux volants ou des navettes volantes. Dans les temps anciens, le monde de la cultivation était très peuplé. Les sectes se dressaient partout, et la prospérité était sans limite. De tels artefacts de transport étaient très répandus. Malheureusement, après les grands changements du ciel et de la terre, les cultivateurs sont devenus paranoïaques et ont commencé à agir seuls. Les vaisseaux volants et les navettes volantes sont devenus rares. Je lui demande si les grands changements du ciel et de la terre qu'il mentionne font référence à cette peste. Kuon dit que bien que le miasme immortel mortel soit étrange, il ne peut pas ébranler les fondations des cultivateurs. La raison pour laquelle il a pu se déchaîner est que la plupart des cultivateurs du monde ont péri dans une grande catastrophe. Ces paroles me rappellent ce qu'il a dit un jour en combattant Dao Xuanzi, la voix du noyau d'or, c'est lui ou moi. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes de formation du noyau dans ce monde, il y a encore plus de cultivateurs bloqués à l'établissement des fondations. Je lui demande donc si cette grande catastrophe est due au fait que les techniques immortelles ne peuvent pas être cultivées ensemble. Kuon dit que c'est exact. On dit que dans les temps anciens, il n'y avait pas une telle restriction. À cette époque, d'innombrables grandes sectes de cultivation ouvraient largement leurs portes pour accepter des disciples et enseigner leurs arts. Les cultivateurs avaient les conseils de maîtres et pouvaient les consulter à tout moment lorsqu'ils rencontraient des difficultés dans leur cultivation. Ils pouvaient même échanger des idées et discuter avec des condisciples cultivant les mêmes techniques. Le monde entier de la cultivation présentait une scène si vibrante et magnifique. Mais un jour, les cultivateurs ont découvert que l'efficacité de leur cultivation diminuait de plus en plus. Ils pouvaient même sentir pendant la cultivation combien de personnes dans le monde pratiquaient la même technique. Ils furent horrifiés de découvrir que plus il y avait de gens cultivant simultanément la même technique, plus l'efficacité de cultivation était faible pour ceux qui la pratiquaient. D'innombrables cultivateurs ne faisaient aucun progrès dans leur cultivation. Lorsque leur durée de vie approchait de sa fin, ils ne pouvaient plus cacher l'intention meurtrière dans leur cœur. Anciens maîtres, disciples, frères et sœurs condisciples devinrent instantanément tous des ennemis mortels. Une catastrophe balayant le monde entier de la cultivation commença ainsi. Tant qu'ils pratiquaient la même méthode, ils étaient des ennemis se barrant mutuellement la route, et c'était un combat à mort. Même s'ils voulaient se cacher dans les montagnes profondes pour cultiver secrètement, ils ne pouvaient pas s'échapper car les cultivateurs pratiquant la même technique pouvaient sentir leur emplacement mutuel. Après avoir écouté son récit, je lui ai demandé comment les cultivateurs pratiquent maintenant et à quoi ressemble le monde de la cultivation actuelle. Kuon dit que dans le monde de la cultivation actuelle, si l'on veut cultiver, il n'y a presque que deux choix. La première option est de rejoindre l'alliance des 10 000 immortels. C'est une alliance formée par de nombreux cultivateurs où l'on peut échanger des points de contribution contre des méthodes de cultivation et des ressources correspondantes.
Ces points de contribution peuvent être gagnés en accomplissant des tâches assignées ou en commerçant avec d'autres. La deuxième option est de rejoindre le Conseil des 5 anciens créé par 5 experts suprêmes. Leur influence est extrêmement vaste. Toute personne ayant une aptitude à la cultivation peut s'y joindre volontairement, mais le prix est de signer un contrat d'âme pour servir le Conseil des 5 anciens pendant une certaine période. Après avoir entendu son explication, j'ai demandé s'il semblait que les méthodes de cultivation dans le royaume immortel n'étaient finalement pas si rares que ça. Kuon me dit que la plupart sont des méthodes de cultivation incomplètes. Même après avoir été recompilées par les principales factions, elles ne peuvent vous mener qu'à la grande perfection du raffinement du QI. Pour progresser davantage et établir votre fondation du DAO, vous devez passer à une méthode de cultivation de niveau supérieur. Il en va de même au-delà de l'établissement des fondations. Les méthodes de cultivation du noyau d'or n'existent que dans les légendes. Je dis que si vous devez fréquemment changer de méthode de cultivation, cela ne signifierait-il pas recommencer à zéro avec une méthode différente chaque fois que vous franchissez un royaume? Kuon dit que tous les cultivateurs doivent pratiquer la véritable écriture suprême primordiale fragmentée. Ce n'est pas vraiment une méthode de cultivation, mais plutôt une technique secrète. Sa fonction est de permettre aux cultivateurs de dissoudre librement leur royaume de cultivation sans perte significative. Après avoir dispersé leur cultivation et changé de méthode, ils peuvent rapidement revenir à leur royaume d'origine. En entendant parler d'une technique aussi miraculeuse, je m'exclame d'étonnement à plusieurs reprises. Kuon soupire et dit que peu importe à quel point la véritable écriture est miraculeuse, les véritables méthodes de cultivation sont toujours incroyablement difficiles à trouver dans ce monde. Dao Xuanxi est mort sans savoir que la raison pour laquelle j'ai saisi le manuel et me suis enfui n'était pas seulement parce que c'était une méthode de formation du noyau, mais parce que c'était une véritable méthode de cultivation menant directement au royaume de l'âme naissante. En entendant cela, mon cœur tremble violemment. Kuon dit alors qu'il a un jour entendu une rumeur selon laquelle, au fil des millénaires, des mortels de la terre coupée des immortels sont secrètement retournés au royaume immortel. Je dis que puisqu'une telle rumeur existe, je n'abandonnerai certainement pas cette lueur d'espoir. Kuon dit qu'il ne comprend vraiment pas pourquoi un vieil homme sur le point d'être enterré se donnerait tant de mal. Je dis que tant qu'il m'aide à trouver un chemin vers le monde de la cultivation, non seulement je l'emmènerai avec moi, mais je lui rendrai aussi tout ce qui lui appartient et qui était à Dao Xuanxi. En entendant cela, Kuon demande avec enthousiasme si je pense vraiment ce que je dis. À cet instant, il décide de m'aider de toutes ses forces. Dans les jours qui suivent, avec l'aide de Kuon, je rassemble des archives historiques et des textes de tout le pays, m'efforçant de trouver des indices sur l'ère de la grande migration à partir des archives fragmentaires des temps anciens. En même temps, je déploie l'armée pour fouiller des tombes anciennes à grande échelle, tentant de trouver des traces. Bien que cela suscite le ressentiment public et que les fonctionnaires soumettent quotidiennement des pétitions pour protester, je les ai toutes réprimées par la force. Mais 16 ans plus tard, alors même que ma vie approche de sa fin, je n'ai toujours rien trouvé. Ce corps pourrait mourir à tout moment maintenant. Je veux donc vérifier les objets dans mon anneau de stockage avant la fin de cette vie. D'abord, il y a cette méthode de cultivation de l'âme naissante de Kuon. Malheureusement, je ne suis qu'un mortel sans même un sens spirituel. En regardant cette méthode de cultivation, je suis assis sur un trésor que je ne peux pas utiliser. L'anneau contient aussi l'épée de Dao Xuanxi. Selon Kuon, après la mort d'un cultivateur, les trésors de l'établissement des fondations perdent leur essence spirituelle avec la mort du cultivateur. Mais alors une notification apparaît soudainement du système, faisant briller mes yeux. Une option apparaît sur le panneau me demandant si je veux charger cette épée. Sans plus hésiter, je sélectionne immédiatement oui. Selon les informations de la réincarnation, lorsque la progression de la charge de l'encre atteint 100%, un deuxième point d'ancrage sera débloqué. De cette façon, je peux choisir de redémarrer depuis n'importe quel point d'ancrage. En pensant à cela, je récupère les objets et active l'artefact de réincarnation. Tout comme les fois précédentes, 4 options apparaissent devant moi. Cependant, cette fois, je sélectionne l'option de conserver un objet de cette simulation. La seconde suivante, tous les trésors rares de mon inventaire sont affichés. Finalement, je choisis quand même ce parchemin de la méthode de cultivation de l'âme naissante. Alors que je termine ma sélection, un attribut d'objet lié apparaît dans mon panneau d'information personnelle. Cela signifie que cette méthode de cultivation sera sauvegardée en permanence dans le cycle de réincarnation. Dans la vie précédente, ma décision de fouiller des tombes anciennes à grande échelle pour trouver un passage vers le monde de la cultivation était bien trop choquante. Même avec mon contrôle total sur la cour, cela a tout de même suscité une opposition considérable. Si je planifie dès le début de cette vie, je pourrais peut-être changer la mentalité des gens dans tout le pays. Alors cette fois, grâce à mes manipulations en coulisses, de nombreux changements subtils se produisent dans le monde. Année d'ancrage 5, l'école des antiquaires surgit de nulle part. Cette école apporte plusieurs textes anciens à la capitale pour une audience impériale. La nature exquise et inégalée de ces textes anciens, rarement vus dans le monde, ébranle tout le royaume. Année d'ancrage 6. L'empereur tombe soudainement gravement malade et est alité. Tous les médecins impériaux sont désemparés. À ce moment, l'école des antiquaires apporte une pilule médicinale à la capitale et la présente lors d'une audience impériale. Après que l'empereur a pris la pilule, en quelques jours à peine, il se rétablit miraculeusement et complètement. Année d'ancrage 11,
la préfecture de Jianghe résout une affaire majeure de pillage de tombes, capturant une équipe de plus de 100 pilleurs. Le préfet de Jianghe, Li Fan, n'ose pas prendre la décision seul et envoie un mémorial urgent à la capitale Xuan, demandant le jugement de l'empereur. Un mois entier s'écoule avant que le décret de l'empereur n'arrive enfin. Au lieu de la peine de mort, il les condamne à l'esclavage et les fait amener à la capitale. Année d'ancrage 15. L'empereur tombe gravement malade et cherche des pilules d'immortalité pour prolonger sa vie. Il envoie donc plus de 100 000 soldats fouiller des tombes anciennes partout, à la recherche de traces de pilules d'immortalité. Malheureusement, les pilules d'immortalité sont difficiles à trouver, et l'empereur meurt avec des regrets. Pendant ce temps, la tendance à la recherche de tombes par les antiquaires se répand encore plus dans tout le pays. Avant sa mort, l'empereur cède le trône au prince Lanya. Ainsi, je contrôle de nouveau secrètement le royaume. Année d'ancrage 23. Alors que les tombes sont fouillées les unes après les autres, l'histoire perdue est progressivement restaurée. La plus ancienne dynastie que l'on puisse trouver s'appelle Kie. J'offre alors une récompense dans tout le pays. Quiconque trouvera une tombe de la dynastie Kie se verra accorder un titre de noblesse. Année d'ancrage 25. La tombe de Yixing, le premier empereur de la dynastie Kui, est enfin découverte. J'ordonne immédiatement à des hommes de creuser le passage vers l'ancienne tombe. Le passage principal de la tombe s'étend sur des centaines de mètres. Les deux murs latéraux sont recouverts de fresques réalistes qui restent clairement visibles malgré les milliers d'années écoulées. En arrivant à la chambre funéraire principale, je découvre que l'espace mesure 40 à 50 mètres de haut et des milliers de mètres de long et de large. Le plafond de la tombe semble imiter la voûte céleste, incrustée de dizaines de milliers de perles lumineuses. De nombreux sommets montagneux se dressent partout, submergés dans une mer de nuages. Cette mer de nuages, formée par un moyen inconnu, reste fixe dans la chambre funéraire sans dériver. Même après des milliers d'années, elle ne cesse pas dissiper. Chaque sommet de montagne est relié par un pont invisible. Après avoir atteint le plus haut sommet, je ne vois qu'une simple chaumière. Mais en y regardant de plus près, je découvre que cette paille est en fait faite de fils d'or. J'ordonne immédiatement à mes subordonnés d'ouvrir la porte et de vérifier l'intérieur d'abord. Une fois la porte ouverte et qu'ils confirment qu'il n'y a aucun danger, je les suis à l'intérieur. Quand je vois les objets placés à l'intérieur, je suis grandement choqué. Au centre de la pièce se trouve une tablette commémorative qui dit « Tombe de Yixing, disciple extérieur de la secte de la Grande Divination ». Il semble que bien que cette personne ait rejoint une secte appelée la Grande Divination, il est resté un disciple extérieur jusqu'à sa mort, n'ayant jamais foulé la voie immortelle, et a finalement été exilé ici par des cultivateurs. Avant sa mort, il n'a jamais oublié sa secte. À tel point que la tablette commémorative ne l'identifie pas comme un empereur, mais plutôt comme un disciple extérieur de la secte de la Grande Divination. Vraisemblablement, Yisheng a été chargé par les cultivateurs de la secte de la Grande Divination d'être responsable de la grande migration de ce royaume. J'ai ensuite fouillé la chambre funéraire principale, mais n'ayant trouvé aucun artefact magique comme des vaisseaux volants, je suis d'abord retourné au palais. Quelques jours plus tard, on m'informe que des archives concernant un vaisseau volant ont été trouvées dans l'inventaire des biens funéraires. Cependant, cette tombe avait déjà été pillée. Et d'après les traces de dégâts, le vol a eu lieu il y a 1000 ans. En entendant cela, je suis si furieux que je renverse la table devant moi. Je refuse d'accepter que chaque fois que j'entrevois une lueur d'espoir, elle soit immédiatement anéantie. Après avoir évacué ma colère, je publie une proclamation dans tout le pays. Quiconque trouvera des indices relatifs à un vaisseau immortel recevra le titre de marquis de Millefoyer. Année d'ancrage 35. On m'apprend enfin que la tombe d'un immortel a été découverte. L'éclaireur rapporte qu'il y a quelques jours, alors qu'un groupe de personnes fouillait une tombe ancienne banale, ils ont été soudainement blessés par une force mystérieuse jaillissant de l'intérieur. En entendant cela, j'ordonne de toute urgence qu'on apporte le miasme mortel immortel et qu'on se précipite pour ouvrir la tombe. Sous ma direction, du sang frais est aspergé dessus. Le bouclier, à l'origine imprenable, se transforme instantanément en cendre au moment où il touche le sang. Peu après notre entrée, quelqu'un rapporte avoir trouvé quelque chose ressemblant à un volant. En recevant cette nouvelle, je me précipite immédiatement sans délai. En regardant l'objet devant moi, je demande avec surprise si c'est le vaisseau volant. Mais cette chose n'est même pas aussi grande que ma chaussure. Cependant, grâce à un message gravé sur les murs de la tombe par son propriétaire avant sa mort, je comprends enfin ce qui s'est réellement passé. Il s'avère que le propriétaire de la tombe s'appelait Qian, un cultivateur de l'établissement des fondations. Il y a plus de 3000 ans, il était pourchassé par des ennemis et, n'ayant nulle part où aller, s'est caché dans cette terre coupée des immortels. La terre coupée des immortels n'a aucune énergie spirituelle. Cette personne n'avait pas beaucoup de pierres spirituelles sur lui, et peu de temps après, ses pierres spirituelles étaient épuisées. Sans pierres spirituelles pour reconstituer son énergie spirituelle, sa cultivation déclina rapidement. Il a supposé que lorsque les mortels ont été exilés ici il y a 1000 ans, peut-être qu'un ou deux vaisseaux volants ont été laissés derrière. Il a donc enquêté sous de nombreux anglais, après des décennies, a finalement trouvé la tombe de Yixing. Bien qu'il y ait bien eu un vaisseau volant dans la tombe, sa formation de puissance centrale était endommagée, et il n'était pas doué pour le raffinage d'artefacts. À ce stade, Kui et On m'ont finalement abandonné l'idée de quitter cette terre coupée des immortels. J'ai ensuite baissé les yeux sur la tablette de pierre.
Le système indique qu'il s'agit d'un trésor du ciel et de la terre appelé la stèle du vestige du pas. Après y avoir posé la main, l'artefact de réincarnation ne montre aucune réaction. Je suppose qu'il a dû être transformé en une pierre ordinaire par le miasme mortel immortel. Je ramasse ensuite les autres objets qu'il a laissés. L'un est une méthode de cultivation de raffinement du QI appelée la formule du retour véritable mineur, qui indique que le nombre actuel de pratiquants est d'une personne. L'autre est une méthode de cultivation de l'établissement des fondations appelée le registre des nuages et de Léo, qui indique également que le nombre actuel de pratiquants est d'une personne. Voyant que quelqu'un pratique déjà ces méthodes de cultivation, je pense immédiatement que c'est un piège. Mais en y réfléchissant, quelque chose ne va pas. Plus de 3000 ans se sont écoulés. Oubliez l'établissement des fondations, même les cultivateurs du noyau d'or seraient morts depuis longtemps. Soudain, je me demande si ces méthodes de cultivation pourraient avoir des archives originales. Après la grande catastrophe, de nombreuses méthodes de cultivation ont été compilées par des factions majeures comme l'Alliance des 10 000 Immortels et le Conseil des 5 Anciens. Donc, des archives originales doivent exister. Lorsque les dirigeants de ces factions majeures voient des méthodes de cultivation sans pratiquants, ils les ressortent pour que les gens puissent les échanger. Ces deux méthodes ont peut-être même changé de propriétaire d'innombrables fois en 3000 ans. Et ce dernier objet est le vaisseau volant que j'ai tant désiré. Bien que ce vaisseau volant soit endommagé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Kion n'a pas pu le réparer, et moi, Lifan, non plus, mais quelqu'un d'autre le peut. J'attends donc encore 15 ans jusqu'au jour où Kuon et Dao Xuanzi survolent la capitale royale. Cette fois, avant qu'ils ne commencent à se battre, je les interromps pour leur demander s'ils se battent vraiment à mort pour une simple méthode de cultivation de la formation du noyau. En entendant cela, ils sont d'abord tous les deux choqués, puis disent que je suis vraiment arrogant. Je ne montre aucune peur, mais je fais un geste de bienvenue, les invitant tous les deux à descendre et à voir par eux-mêmes. Curieux d'enquêter, les deux mettent temporairement de côté leur conflit et s'assoient avec moi. Je leur dis alors que lorsque mon ancêtre était sur son lit de mort, il a laissé une prophétie selon laquelle 2 immortels viendraient de l'abîme du vide dans les générations futures. Ce serait l'occasion pour mon clan de quitter cet endroit. Pendant des milliers d'années, mon clan a été sceptique. Mais aujourd'hui, c'est enfin confirmé. En entendant cela, Kuon me demande mon nom. Je leur dis que je m'appelle Lifan. Dao Xuanzi demande alors ce que je veux dire par l'occasion de quitter cet endroit. Mon expression serait dit alors que je leur demande s'ils ne me croient pas. Kuon dit que lui et son frère ont parcouru le royaume immortel pendant des centaines d'années, mais n'ont jamais entendu parler d'une technique de divination capable de prophétiser des événements 1000 ans dans le futur. À ce moment-là, je m'avance et leur demande s'ils ont entendu parler de la secte de la grande divination. Kuon semble se souvenir de quelque chose et demande avec enthousiasme si je parle de la secte qui était célèbre dans le monde entier dans les temps anciens pour ses arts divinatoires. Voir sa réaction confirme que cette secte existe réellement, et je pousse un soupir de soulagement. Je dis alors que je suis un disciple de la secte de la grande divination. J'ajoute que bien que mon ancêtre ait rejoint la secte de la grande divination, il n'aimait pas la cultivation et n'était obsédé que par les techniques de divination. Plus tard, lorsque le ciel et la terre ont connu un grand bouleversement et que les mortels ont dû être déplacés ailleurs, avec la cultivation précoce de raffinement du QI de mon ancêtre, personne ne l'aurait forcé s'il ne l'avait pas voulu. Cependant, voyant les membres de sa famille paniquer, mon ancêtre s'est porté volontaire pour prendre en charge la migration des mortels et est ensuite resté ici avec la famille. Après avoir entendu cela, Dao Xuanzi dit qu'il comprend et me demande pourquoi je les ai arrêtés. Je dis que premièrement, vous êtes l'occasion pour mon clan de quitter cet endroit, et deuxièmement, je pense que ça ne vaut pas la peine de vous voir vous battre à mort pour une méthode de cultivation de formation du noyau. Dao Xuanzi dit que je ne le sais peut-être pas, mais les méthodes de cultivation sont extrêmement rares dans le monde extérieur maintenant, et il est tout à fait normal de se retourner les uns contre les autres et de se battre pour une seule méthode. À ce moment-là, je dis qu'avant sa mort, mon ancêtre a transmis une méthode de cultivation du noyau d'or. En entendant cela, Kuon dit immédiatement avec enthousiasme à Dao Xuanzi que c'est merveilleux, et que maintenant ils n'auront plus besoin de se battre pour des méthodes de cultivation. Dao Xuanzi demande aussi immédiatement en quoi je veux qu'il m'aide. Je dis que le souhait le plus cher de mes ancêtres était que les membres de notre clan retournent à la secte de la grande divination. Avant sa mort, en plus de cette méthode de cultivation, il a également transmis un artefact magique appelé le vaisseau de la grande divination. Bien qu'il soit endommagé, mon ancêtre a un jour calculé grâce aux arts divinatoires que des années plus tard, 2 cultivateurs viendraient à cet endroit, l'un doué en maniement de l'épée, l'autre passionné par le raffinage d'artefacts, qui pourrait aider ses descendants à réparer le vaisseau de la grande divination et à s'échapper de cette terre maudite. En entendant cela, tous deux croient encore plus à mes paroles et s'émerveillent de la profondeur de ces arts divinatoires. À ce moment-là, je me prépare à les emmener vérifier la méthode de cultivation d'abord, pour que ce ne soit pas que des paroles. Voyant que Kuon veut aussi suivre, Dao Xuanzi demande froidement s'il n'est pas satisfait même après avoir obtenu une méthode de cultivation de formation du noyau. Ces mots font trembler le cœur de Kuon. Il se retourne alors rapidement et dit qu'il n'ira pas, finalement. Voyant la situation, un sourire malin apparaît sur mes lèvres. Quand j'amène Dao Xuanzi à l'entrée de la chambre secrète, il s'arrête net car il peut voir que l'intérieur est rempli de miasmes mortels qui pourraient lui ôter la vie. Je dis qu'il faut être prudent. En tant que simple mortel,
Nous ne pouvons agir que de cette manière pour protéger le trésor le plus précieux de notre famille. Pendant que je parle, je sors une méthode de cultivation de l'intérieur. C'est précisément celle que j'ai obtenue de Kuon dans la vie précédente. Voyant qu'il s'agit en fait d'une méthode de cultivation de l'âme naissante, le corps entier de Dao Xuanzi se met à trembler de manière incontrôlable. En voyant son expression, je sais qu'il ne réalise certainement pas que ce que Kuon possède est en fait une méthode de cultivation de l'âme naissante. Je lui ai alors expliqué qu'avec le maître immortel Kuon présent tout à l'heure, je craignais qu'il n'ait de mauvaises intentions, alors j'ai dissimulé la vérité et dit que ce n'était qu'une méthode de formation du noyau. En entendant cela, Dao Xuanzi joint immédiatement ses poings pour exprimer sa gratitude et promet qu'il fera en sorte que Kuon m'aide à réparer le vaisseau de la grande divination. Je ris aussi de bon cœur et dis que si cela peut être accompli, je présenterai certainement la méthode de cultivation à 2 mains. De retour dans la grande salle, Dao Xuanzi dit à Kuon que j'ai vraiment une méthode de cultivation de formation du noyau. En entendant cela, Kuon dit qu'il devrait simplement prendre la méthode de cultivation par la force. De simples mortels, peu importe leur nombre, ne pourraient pas les arrêter. Dao Xuanzi dit qu'après tout, je suis un descendant de la secte de la grande divination, et qu'ils ont tous deux été témoins de ces terrifiants arts divinatoires à l'instant. Alors qui sait quelles autres méthodes je pourrais avoir? Il persuade Kuon, disant que ce serait bien de simplement aider à réparer le vaisseau de la grande divination, car ce n'est pas une tâche difficile. En vérité, Dao Xuanzi craint que si je suis poussé à bout, je ne révèle qu'il s'agit en fait d'une méthode de cultivation de l'âme naissante, ce qui serait problématique. Ce qui semble être un petit bateau en bois leur prend en fait une année entière à réparer. Une fois les réparations terminées et qu'il me l'a remis, Kuon dit que la formation de puissance centrale, la formation de transformation et de mise à l'échelle, et la formation de mouvement du vaisseau de la grande divination ont toutes été entièrement réparées. Cependant, par manque de matériaux, la formation défensive et la formation offensive n'ont reçu que de simples réparations. Bien qu'il puisse percer la formation de rupture immortelle, il serait tout à fait inadéquat pour faire face aux attaques d'autres cultivateurs. En regardant le vaisseau de la grande divination dans ma main, je dis avec enthousiasme que cela n'a pas d'importance. Tant que je peux retourner dans le royaume immortel avec le jeton de mes ancêtres, je trouverai naturellement un moyen de retourner à la secte de la grande divination. Kuon m'explique que le vaisseau de la grande divination a 3 formes et nécessite de l'énergie spirituelle comme puissance, contrôlée par le sens spirituel. La première forme ne fait que 10 mètres de long et 2 à 3 mètres de large. La forme un peu plus grande mesure 100 mètres de long. Et lorsqu'il est étendu à sa taille maximale, il atteint une longueur de 1000 mètres. Il dit aussi que leurs réserves de pierres spirituelles ne sont pas abondantes, mais comme carburant, elles suffisent à peine pour que le vaisseau prenne sa deuxième forme et quitte cet endroit. Cependant, piloter le vaisseau de la grande divination nécessite un sens spirituel d'au moins le niveau du raffinement du QI. Il demande d'un air suffisant si j'ai besoin qu'il le fasse pour moi. Au moment même où il parle, je suis déjà en train de former des sauts manuels vers le vaisseau de la grande divination. Puis, d'un geste de la main, le vaisseau s'agrandit instantanément pour atteindre 100 mètres de long. Voyant cela, Kuon s'exclame avec surprise que je possède vraiment des méthodes extraordinaires, capables de contrôler si facilement le vaisseau de la grande divination bien que je sois un mortel. Je dis que ce ne sont que des tours de passe-passe, pas la peine d'en parler. Ayant dit cela, je fais signe à Dao Xuanzi de venir avec moi pour récupérer la méthode de cultivation. Plusieurs jours plus tard, ils se préparent à me faire leurs adieux et à partir car il ne leur reste plus beaucoup de pierres spirituelles, et rester plus longtemps risquerait de faire décliner leur cultivation. Kuon dit que si j'ai la chance de sortir, je peux le trouver dans la cité touchant le ciel, au sein de la chaîne de montagnes de l'amas de nuages. Puis il me tend un rouleau de papier. Il dit que c'est la carte de la zone près de la sortie de la formation de rupture immortelle, dessinée selon mes exigences. Après avoir échangé quelques autres amabilités, les deux se transforment en traînées de lumière et disparaissent de ma vue. En chemin, Kuon dit que bien que je possède un intellect considérable et que je sois un sacré personnage, ma durée de vie est presque épuisée. Et même si je retourne dans le monde de la cultivation, je ne vivrai pas beaucoup plus d'années. Dao Xuanzi derrière lui dit que sans atteindre la longévité, tout n'est qu'illusion. Ne se battait-il pas justement pour cette infime chance de longévité? À ce moment-là, Kuon demande curieusement quelle méthode de cultivation Dao Xuanzi a obtenue. Dao Xuanzi sourit légèrement et dit que ce ne pourrait pas être la même méthode de cultivation que celle qu'il a entre les mains. N'est-ce pas? Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'après son retour, sa percée vers le royaume du noyau d'or et sa réclusion, il accomplira certainement les 3 choses qu'il lui a promis de l'aider à faire. Pendant leur conversation, les deux sont déjà arrivés au-dessus de la formation de rupture immortelle. Dao Xuanzi demande si Kuon ose tenter de percer alors que la brume protectrice de la formation ne cesse pas encore dissipée. Kuon rit de bon cœur et dit pourquoi n'oserait-il pas, puis forme des sauts manuels et fonce rapidement vers le bas. Peu de temps après leur départ, je pilote le vaisseau de la grande divination jusqu'à cet endroit précis. J'ai déjà 71 ans cette année. La prochaine dispersion du brouillard est dans 14 ans. Je ne peux tout simplement pas attendre aussi longtemps. À ce stade, il ne me reste plus rien à quoi me raccrocher. Alors aujourd'hui, je me prépare à m'aventurer dans la formation de rupture immortelle. Avec cette pensée, j'accélère le vaisseau de la grande divination et je plonge vers le bas. Sous l'abîme du vide, un épais brouillard recouvre tout.
Un manteau blanc m'entoure, créant une sensation intensément surréaliste. Mais peu de temps après, j'ai l'impression d'avoir heurté quelque chose. Le vaisseau se met à trembler violemment. Je soupçonne que c'est la couche de vent astral que Kuon a mentionnée. Selon lui, ces lames de vent peuvent facilement déchiqueter le corps d'un mortel. Même les cultivateurs de l'établissement des fondations ont besoin de boucliers spirituels. Après avoir piloté prudemment pendant une demi-heure, je perce la couche de vent astral. Le tremblement s'apaise enfin, et devant moi apparaît une radiance infinie. Finalement, je m'échappe de la formation de rupture immortelle. En atteignant le monde de la cultivation, j'obtiens fortuitement une méthode de cultivation rare. En seulement un siècle, j'atteins le noyau d'or. Après cela, mon chemin de cultivation se déroule sans encombre. 1000 ans plus tard, je m'élève. Dans le royaume immortel, je recommence à cultiver depuis le plus bas niveau. Finalement, je deviens un empereur immortel qui domine le royaume. Puis je perce la barrière spatiale et m'élève jusqu'au royaume divin en commençant comme un subalterne. En 10 000 ans, je cultive jusqu'au royaume du roi divin, devenant l'existence la plus forte du royaume divin. Après avoir enduré d'innombrables épreuves, je m'élève au royaume divin primordial, devenant un humble gardien de porte. À cet instant, je me réveille en sursaut, réalisant que tout n'était qu'un rêve. Mon vaisseau a été complètement retourné. Selon la carte de Kuon, j'ai quitté le repère de lumière illusoire et atteint le 3e niveau de la formation, le repère inversé. Il semble que le vaisseau de la grande divination s'est automatiquement éloigné de la couche de lumière illusoire, c'est pourquoi j'ai repris conscience. J'ai réalisé que pendant que j'étais inconscient dans la couche de lumière illusoire, le vaisseau avait navigué de lui-même jusqu'à la couche inversée. Peut-être puis-je laisser le vaisseau de la grande divination se piloter lui-même pendant que je ne fournis que l'énergie. Une intuition inexplicable émane du vaisseau de la grande divination, m'indiquant où aller. Je suis ces indications et j'accélère. En suivant ces indications, je traverse sans encombre la 4e couche, la couche de feu fluide. Vient ensuite la 5e couche, la couche de glace profonde. Puis la 6e couche, la couche d'orage. Au-delà de la couche d'orage se trouve la couche sombre. Selon Kuon, cette couche ne présente aucun danger réel, juste des ténèbres sans fin. À ce moment, l'excitation ne suffit même pas à décrire ce que je ressens. Après 6 réincarnations s'étalant sur des centaines d'années, je suis enfin sur le point de quitter cet endroit. Mais la seconde suivante, une gueule béante fonce sur mon vaisseau de la grande divination. En désespoir de cause, j'active la réincarnation pour mettre fin à cette vie. Je n'ai pas pu voir clairement ce qu'était cette chose. Ni Kuon ni Dao Xuanzi n'ont mentionné quoi que ce soit de tel dans le repère sombre. Bien que j'ai échoué à la dernière étape, les gains de cette vie ont largement dépassé mes attentes. Après avoir choisi de préserver le vaisseau de la grande divination, je commence ma 7e réincarnation. Lors de la 4e année d'ancrage, j'émène secrètement mes fidèles au tombeau de Qiang. Cette fois, j'utilise un spray contenant du miasme immortel mortel pour éroder lentement le pouvoir dans la cellule du vestige de pas. De cette façon, il ne sera pas détruit, et je pourrai le charger. Après avoir attendu encore 15 ans que le brouillard se dissipe, je pilote de nouveau le vaisseau de la grande divination dans la formation de rupture immortelle. Je traverse rapidement les premières couches et atteins la dernière couche sombre, mais cette fois, je cherche pendant une éternité sans voir la créature précédente. Avec la sortie juste devant moi, je n'hésite plus et j'accélère brusquement. Mais à peine sorti, je revois cette gueule massive. Cela confirme mes soupçons. Cette créature n'attaque que les mortels. Peut-être que sa mission est de dévorer tous les mortels qui s'approchent de cet endroit. N'ayant d'autre choix, je fais rapidement demi-tour et me dirige vers le haut. La créature me poursuit par derrière, mais lorsque j'atteins la couche d'orage, elle s'arrête. Quand je regarde dehors pour voir la forme complète de la créature, des sueurs froides me parcourent. Cette chose massive est en fait une énorme baleine. Mon vaisseau, long de plusieurs dizaines de mètres, n'est même pas aussi grand qu'une de ses dents. Malgré une telle différence de taille, elle me trouve précisément à chaque fois. Au cours des 15 années suivantes, j'essaie de forcer le passage à travers la couche sombre d'innombrables fois. Mais pendant ces tentatives, le temps entre l'entrée dans la couche sombre et ma découverte par la baleine géante se raccourcit de plus en plus, donc je ne peux que battre en retraite piteusement après avoir évité la baleine. Ainsi, j'atteins la 35e année d'ancrage. Pendant ce temps, j'ai découvert que ce n'est que le jour où le brouillard se dissipe que la baleine semble retardée par quelque chose, mettant plus de temps à me remarquer. Avec ce temps supplémentaire, peut-être puis-je atteindre le fond de l'abîme du vide. Cette fois, je me prépare à tout risquer et à foncer à travers à vitesse maximale. Mais juste au moment où j'aperçois la lumière de la sortie, la baleine géante attaque à nouveau. M'étant aventuré trop profondément, je n'ai pas le temps d'esquiver, donc je ne peux qu'activer la réincarnation pour mettre fin à cette vie, en choisissant de continuer à charger. Lors de la 4e année d'ancrage de ma 8e vie, j'ai rouvert le tombeau de Qiang. Lors de la 5e année d'ancrage, le jour de la dispersion du brouillard, la progression de la charge approche les 90%. Mais tout ce qui est inférieur à 100% ne fait que peu de différence pour moi. Je ne peux qu'attendre patiemment. Lors de la 20e année d'ancrage, ma tentative se solde par un échec. 35e année d'ancrage, toujours un échec. Mais ces tentatives ne sont pas entièrement inutiles. Au moins, ma maîtrise du vaisseau de la grande divination devient de plus en plus habile. Lors de la 50e année d'ancrage,
je ne tente pas de forcer à nouveau le passage de la couche sombre. Je suis déjà vieux. Mes réflexes et mon état mental ont considérablement diminué. Y aller serait futile. Alors je choisis de rencontrer mes 2 vieux amis, en espérant obtenir quelques indices de leur part. Cette fois, j'utilise à nouveau la méthode de cultivation de la formation du noyau pour les attirer tous les 2 au manoir du grand précepteur. Puis je leur remets le dessin que j'ai fait de la baleine géante pour qu'ils l'examinent. Après l'avoir regardé, Kuon dit, perplexe, qu'il n'a jamais vu une telle créature en traversant la couche sombre. Dao Xuanzi à côté de lui semble remarquer quelque chose. Il dit avoir vu une mention à ce sujet dans un texte ancien. Dans les temps anciens, il y avait une secte appelée la secte du dressage de bêtes. La secte du dressage de bêtes n'avait pas de méthode de cultivation profonde. Avec seulement la formule de dressage de bêtes, ils pouvaient contrôler des bêtes exotiques pour qu'elles combattent pour eux. Parmi les bêtes les plus célèbres contrôlées par la secte, il semble qu'il y ait eu ce type de baleine géante. En entendant cela, Kuon se souvient que cette baleine géante pourrait être appelée une baleine fendeuse de royaume. En entendant cette piste, je leur ai immédiatement demandé avec enthousiasme s'il y avait un moyen d'éviter ces baleines fendeuses de royaume. Mais ils disent que cette bête exotique a disparu du monde de la cultivation il y a des milliers d'années. Ils n'en ont jamais vu une, et encore moins en savoir plus. En entendant cela, je soupire. En fin de compte, je ne peux compter que sur moi-même. Après avoir remis la méthode de cultivation à Dao Xuanzi, j'active la réincarnation pour mettre fin à cette vie. Dans ma 9e vie, je rouvre le tombeau de Qianhong, espérant absorber la furtivité du vestige de pas pour le charger. Malheureusement, la réincarnation ne montre aucune réponse. 20e, 35e, 50e année d'ancrage. J'essaie à plusieurs reprises mais ne parviens pas à percer la couche sombre. À la 65e année d'ancrage, j'ai 85 ans, ma vie s'éteint. Cette fois, je ne force pas. J'abandonne simplement le contrôle du vaisseau de la grande divination, le laissant dériver lentement vers le fond de l'abîme du vide dès le début. Mais cette fois, la baleine fendeuse de royaume qui aurait dû apparaître ne se montre pas. Bientôt, j'atteins un point non loin de la sortie. En voyant cela, je me lève précipitamment avec des jambes tremblantes. Puis je prends le contrôle du vaisseau et fonce à toute vitesse vers la sortie tout en bas. Au moment où j'accélère, la baleine fendeuse de royaume apparaît à nouveau. Ce n'est que maintenant que je réalise. La baleine fendeuse de royaume ne peut pas voir, ou plutôt, elle ignore les objets se déplaçant à une vitesse constante. Tant que je maintiens la même vitesse, je peux traverser la formation de rupture mortelle en toute sécurité. À cette pensée, je ris de bon cœur. Peu importe la vitesse de cette baleine fendeuse de royaume, j'ai déjà atteint la sortie. Au milieu de mon rire fou et du rugissement de la baleine, le vaisseau de la grande divination perce la faille entre les royaumes, se dirigeant droit vers le monde de la cultivation. Bientôt, les environs deviennent flous. Je semble traverser la distance de plusieurs mondes en un instant. Sous une pression immense, le sang coule de mon nez et de mes yeux, mais je n'y prête aucune attention. En regardant la formation de rupture immortelle, ma perspective s'élève infiniment plus haut. À cet instant, je suis témoin d'une scène que je n'oublierai jamais. Le corps entier de la baleine fendeuse de royaume devient limpide, et je découvre qu'il n'y en a pas qu'une. Alors que ma perspective s'éloigne, je vois qu'il y a en fait des milliers et des milliers de ces baleines fendeuses de royaume. Elles nagent librement dans ces espaces sombres suspendus dans le vide, et la terre de rupture immortelle d'où je viens s'éloigne de plus en plus de ce monde de cultivation. Cette fois, je sors enfin de cette région et je vois enfin le monde de la cultivation dont j'ai rêvé. Pouvoir voir cette scène avant de mourir, cette vie n'a pas été vécue en vain. Alors avant de rendre mon dernier souffle, j'active la réincarnation. Après 9 réincarnations s'étalant sur près de 500 ans, je touche enfin au seuil de la cultivation. Selon mon plan initial, je voulais accélérer la progression de la charge. Mais après avoir vu la liste des objets sélectionnables, j'hésite. Car cette fois, le vestige de stèle est toujours disponible. Après y avoir réfléchi, je choisis de le préserver. Cela vérifiera une de mes hypothèses. Dans ma 10e vie, comme je n'ai pas accéléré la charge, je dois attendre 20 ans pour qu'elle se termine. En l'an 3 de l'ancrage, je me rends à la tombe de Qianhong. Cette fois, au lieu d'utiliser le miasme immortel pour entrer, je récupère directement la cellule du vestige de stèle. Au moment où je la sors, elle commence à se dissiper lentement. Pendant ce temps, la formation créée par la cellule du vestige de stèle à l'intérieur de la tombe de Qianhong devient beaucoup plus forte. Cela confirme mes soupçons. Les objets mystiques de ce monde possèdent un caractère unique. 2 objets mystiques identiques ne peuvent coexister. Pourtant, grâce au pouvoir de la réincarnation, j'ai créé un autre identique à partir de rien. La conséquence est que les 2 objets fusionnent spontanément, pour n'en devenir qu'un au final. Ensuite, j'ordonne à mes subordonnés de pénétrer dans la tombe avec un spray de miasme immortel mortel. Cette fois, il faut un effort considérable pour réduire progressivement sa puissance. Dans la tombe, l'apparence de la cellule du vestige de stèle n'a pas beaucoup changé. Elle a juste l'air un peu moins endommagée, mais la réincarnation ne peut toujours pas l'absorber. Il semble que la stèle doive être réparée plus complètement. Je range alors cette stèle vestige améliorée dans le vaisseau de la grande divination comme provision pour mon futur voyage dans le monde de la cultivation. En l'an 20 de l'ancrage, alors que la réincarnation est presque entièrement chargée, je purge massivement les fonctionnaires corrompus et les propriétaires terriens tyranniques. Puis j'empoche l'or,
l'argent et les bijoux qui l'ont accumulé au fil des générations. Après tout, dans le monde de la cultivation, j'aurai encore affaire à des mortels. La richesse doit être préparée à l'avance. Outre la richesse, la nourriture est essentielle, mais le grain est le fondement de la nation. De plus, Gênes demande beaucoup trop. Les fonctionnaires soumettent des mémoires en opposition. Je ne perds pas mon temps en parole. Devant tous les fonctionnaires civils et militaires, je fais léviter le vaisseau de la grande divination à sa taille maximale au-dessus du palais. En voyant cela, les gens du commun s'agenouillent et se prosternent. Les fonctionnaires civils et militaires, témoins de tels moyens extraordinaires, changent immédiatement d'attitude et m'aident avec empressement à rassembler le grain. Avec l'aide active des fonctionnaires et après avoir éliminé d'autres marchands corrompus, le vaisseau de la grande divination est enfin plein à craquer. Toutes les affaires étant réglées et n'ayant plus d'attache dans le monde des mortels, je pilote une fois de plus le vaisseau de la grande divination au-dessus de l'abîme du vide. Je passe ensuite plusieurs heures à sortir de la terre de rupture immortelle. Mais cette fois, après être sorti, je vois un océan sans fin. Cela me perturbe. La dernière fois que je suis sorti, j'ai clairement vu des chaînes de montagnes se chevauchant. J'ai ouvert la carte de Kuang mais ne trouve pas l'emplacement de l'océan. Impuissant, je ne peux qu'avancer pas à pas, en espérant trouver des zones habitées avant que la conscience spirituelle et le vaisseau de la grande divination ne s'épuisent. Après avoir choisi une direction, je pilote le vaisseau tout en cherchant partout des traces de civilisation. L'océan est vraiment vaste et sans limite. Je vole pendant 7 jours et 7 nuits sans voir le moindre signe d'habitation humaine. Après une autre douzaine de jours, la vitesse du vaisseau ralentit de plus en plus. Il est clairement à court d'énergie. Juste au moment où je suis à court d'idées, la silhouette d'un navire apparaît enfin faiblement sur la mer lointaine. Mais quand je lève la longue vue, je découvre que c'est un navire en train de couler. Leur vaisseau semble avoir été attaqué. L'un d'eux dit à tout le monde de ne pas paniquer. Il a déjà envoyé un signal à un maître immortel. En entendant les mots maître immortel, mon cœur sursaute. Je range rapidement le vaisseau de la grande divination et nage sous les eaux pour les rejoindre. Avec eux, je prétends être sur le point de mourir, criant au maître immortel de nous sauver. Peu de temps après, une silhouette apparaît dans le ciel, mais il semble qu'une technique immortelle nous empêche de voir clairement les traits de cette personne. De plus, à l'instant où cette personne apparaît, tout le monde autour devient incapable d'émettre le moindre son. Puis, d'un léger mouvement du doigt, le navire de plus de 100 mètres de long se redresse slowly sous mon regard stupéfait. Le navire tout entier s'élève hors de l'eau, et l'énorme trou dans sa coque se répare à une vitesse visible. Enfin, d'un geste de la main, toutes les personnes dans les hauts sont projetées sur le navire. Après avoir fait tout cela, le maître immortel plane au-dessus du navire et demande qui a envoyé le signal. Une personne s'avance aussitôt, s'agenouillant au sol et disant que c'était cet humble serviteur, Sushangyu. Le maître immortel demande à tout le monde s'ils comprennent les règles. Une fois que vous atteignez votre destination, tout cela n'a plus rien à voir avec moi. Je ne vous ai jamais vu, et je ne sais pas qui vous êtes. Compris? Sushangyu dit précipitamment que cet humble serviteur a compris. Après avoir reçu une réponse satisfaisante, le maître immortel fait à nouveau un geste. Le navire commence à filer à toute vitesse dans une certaine direction. Pour le reste du voyage, le maître immortel se tient à la proue sans dire un mot. Tout le monde sur le navire tombe également dans un silence étrange. Après une demi-journée, à la tombée de la nuit, nous apercevons enfin des lumières éparses. C'est une île qui semble assez prospère. Des centaines de grands navires sont amarrés au quai de l'île, un spectacle assez impressionnant. Mais notre navire ne se dirige pas vers les quais. Au lieu de cela, il contourne la moitié de l'île par l'arrière, arrivant à une grotte naturelle avec une faible présence humaine. Après l'arrêt du navire, plusieurs hommes costauds en noir s'approchent pour nous recevoir. Ces hommes en noir agissent comme s'ils ne voyaient pas le maître immortel, se contentant de rassembler tout le monde du navire. Ensuite, ils nous conduisent tous à une grande salle, nous informant que nous resterons ici cette nuit. De la nourriture a été préparée dans la salle pour que nous nous servions. Demain, quelqu'un nous emmènera pour enregistrer nos identités. Après avoir donné ces instructions, les hommes en noir tournent les talons et partent. Après leur départ, un homme dit quelle malchance d'avoir subi une attaque de monstres marins. Près de 100 personnes sont parties, et maintenant moins de la moitié a survécu. Un autre dit qu'il ne sait pas à quoi pensait son père, en insistant pour l'envoyer ici cultiver, alors qu'il était si bien chez lui. Cet homme dit que dans son pays natal, il était au moins le fils du prince de la pacification du Sud. La richesse et la gloire étaient sans fin. Sushangyu s'avance et dit, pourquoi parler de telles choses maintenant? Chaque famille a payé un prix énorme pour vous envoyer ici. Plutôt que de vous plaindre, entraînez-vous patiemment. Si vous devenez vraiment un maître immortel, non seulement la longévité sera à votre portée, mais vous aurez la chance de rentrer chez vous et de faire venir votre famille. En écoutant leur conversation, je peux facilement deviner que ces gens, comme moi, viennent aussi de la terre de rupture immortelle. Mais il semble que dans la terre immortelle scellée d'où ils viennent, l'existence du monde de la cultivation n'est pas vraiment un secret. Et d'après la situation d'aujourd'hui, une filière de contrebande bien établie s'est déjà développée. Alors que je réfléchis à cela, quelqu'un me tapote soudainement l'épaule. Il dit que mon visage lui est inconnu et me demande quelle position j'occupais à Dali, ou de quelle province j'étais le riche marchand ou le prince. À cela, je ne réponds pas. Au lieu de ça, je me retourne et je repousse sa main d'une tape. D'après mon attitude de tout à l'heure,
l'homme grassouillet peut facilement deviner que j'ai occupé de hautes fonctions pendant des années. Il n'ose donc pas poser plus de questions et se retourne rapidement pour partir. Tôt le lendemain matin, quelqu'un vient nous dire qu'on va bientôt nous emmener pour l'enregistrement des ménages. Après ça, nous deviendrons officiellement des membres de l'île de Glace. Ils nous avertissent aussi de ne pas dire de choses que nous ne devrions pas. Si quelqu'un pose la question, expliquez que nous sommes des résidents d'une autre île dont la maison a été détruite par une tempête de vent, nous forçant à chercher refuge ici. Ensuite, suivant les instructions, nous nous changeons tous pour mettre des vêtements en lambeaux. Sous la surveillance de plusieurs hommes en noir, nous émergeons d'un passage secret pour arriver au niveau du sol. Les habitants de l'île ne nous prêtent pas beaucoup d'attention. Ce groupe de plusieurs dizaines de personnes est clairement une routine pour eux. Après avoir erré dans la ville pendant je ne sais combien de temps, nous nous arrêtons enfin devant un manoir. Un serviteur entre pour faire son rapport, puis ressort en courant pour nous faire passer par l'entrée de service. En entrant dans le hall principal, je découvre que 2 ou 3 groupes sont déjà rassemblés ici, totalisant pas moins de 100 personnes. Après avoir attendu encore un peu, c'est enfin notre tour. La personne qui nous a amenés ici s'avance, joint ses mains et appelle le gérant Jao. En entendant cela, le gérant Jao s'approche du groupe et demande si ce sont tous des sinistrés venus s'enregistrer. Avant qu'il ne puisse répondre, une lueur rouge traverse les pupilles du gérant Jao. Il interpelle Sun Zong et dit que ces sinistrés sont tous soit riches, soit nobles. Sun Zong dit que ces gens venaient tous de familles riches sur leurs îles. Malheureusement, sans la protection d'un maître immortel, tout est réduit à néant face aux catastrophes naturelles. Tandis qu'il parle, il sort de sa poitrine quelque chose brillant d'une lumière dorée et le glisse dans la main du gérant Jao. Après avoir vu l'objet brillant, le gérant Jao dit que les tempêtes de vent ont en effet fait rage récemment. Heureusement, le maître immortel nous a miséricordieusement ordonné d'aider les sinistrés. Il ajoute qu'avec le pavillon du trésor céleste si attentif, il fera certainement un rapport fidèle au seigneur de l'île. Quand le maître immortel accordera des récompenses, vous aurez certainement votre part. Après avoir dit cela, il nous conduit pour commencer les procédures d'enregistrement des ménages. Quand vient mon tour, il lève les yeux vers moi à plusieurs reprises. Puis il me demande mon nom pour finaliser l'enregistrement. Après l'enregistrement, il me tend une plaque avec mon nom écrit dessus. Il me dit d'y faire couler une goutte de mon sang et de la garder en sécurité. Ce sera ma preuve d'identité à partir de maintenant. Il me rappelle également que sur l'île, que ce soit pour recevoir des affectations de travail, des distributions de céréales ou lors des inspections, je devrais présenter cette plaque. Je ne dois jamais la perdre. À côté de lui, Sun Zong se demande pourquoi le gérant Jao est si cordial avec moi, m'expliquant tant de précautions. Une fois que tout le monde a reçu son enregistrement, Sun Zhang nous conduit dans une enceinte. Il dit à Sun Zhang que maintenant que les enregistrements sont terminés, le contrat peut être signé. En entendant cela, Sun Zhang sort un morceau de papier de sa poitrine, puis se mord le doigt et écrit son nom sur le papier. Après que le papier se soit dissous en particules de lumière dorée, il dit à Sun Zhang que comme convenu initialement, 3 contrats concluraient l'affaire. Une fois qu'ils seront installés, ils signeront le contrat final. En entendant cela, Sun Zhang se prend la tête entre les mains et dit que traiter avec le royaume scellé est pénible. Si ce n'était pour leur prédécesseur, le pavillon du trésor céleste ne ferait pas cette affaire non rentable. Après s'être plaint, il continue en disant qu'ils peuvent utiliser leur plaque de ménage pour réclamer une résidence. Et durant la première année, ils recevront chaque mois un peu de céréales gratuites. Quand il a fini, Su Shangju demande comment ils peuvent commencer à cultiver. Sun Zhan répond que les mortels de la terre immortelle scellée ont des concentrations de miasme extrêmement élevées dans leur corps. Pour cultiver, ils doivent d'abord éliminer le miasme. Su Shangju dit qu'ils savent déjà qu'ils ont du miasme en eux. La question maintenant est de savoir comment l'enlever. En entendant cela, Sun Zhan répond qu'il existe de nombreuses méthodes pour éliminer le miasme. Par exemple, ils peuvent tremper dans le bassin spirituel de purification du corps de l'île pendant un jour et une nuit, ce qui éliminera complètement le miasme. Mais chaque ouverture du bassin spirituel nécessite d'énormes investissements matériels. Même une île riche comme l'île de Glace ne peut l'ouvrir qu'une fois tous les 3 ans. La dernière ouverture remonte à 1 an. De plus, le nombre de places pour entrer dans le bassin spirituel est limité. Des étrangers comme eux n'ont aucune relation et ne peuvent rivaliser avec les natifs de l'île. Après avoir entendu cela, Su Shangju demande s'il y a d'autres méthodes. Sun Zhan continue, en disant que la deuxième méthode est de cultiver le mantra de la purification du cœur jaune profond. Combiné à des médicaments spécifiques, avec le temps, cela peut aussi éliminer le miasme. Mais cette méthode prend généralement 5 ou 6 ans pour réussir. L'avantage est qu'elle est très stable et ne requiert aucun prix spécial. En entendant qu'il faut 5 ou 6 ans, Su Shangju serre plus fort les poings. Puis il demande avec urgence s'il existe d'autres méthodes. En entendant cela, l'expression de Sun Zhang devient immédiatement sérieuse. Il dit que la troisième méthode est de participer à des expériences humaines. Certains maîtres immortels ici sont très intéressés par le miasme à l'intérieur des mortels. Chaque année, ils sélectionnent des volontaires parmi les mortels de l'île pour servir de sujets de test. Les maîtres immortels utilisent des méthodes spéciales pour extraire le miasme des sujets de test pour la recherche. Bien que cela ne prenne que quelques mois pour drainer tout le miasme, le processus est extrêmement douloureux. La plupart des gens le supportent, et perdent la raison avant que le miasme ne soit complètement drainé. En entendant cela,
le visage de Suchanju s'assombrit, mais il demande quand même à voix basse s'il existe d'autres méthodes. Sun dit que les descendants mortels directs des maîtres immortels peuvent utiliser des trésors rares pour reforger leur corps. Cela non seulement élimine le miasme, mais peut aussi améliorer la cultivation. Mais cette méthode n'est pas accessible à des gens comme eux. Même le seigneur de l'île ne dispose pas de telles ressources. Sun Zeng dit que c'est tout ce qu'il sait. S'ils veulent vraiment cultiver, ils devraient y réfléchir attentivement dans les jours à venir. Je sais que vous avez enduré d'innombrables épreuves pour revenir de la terre d'exil, tous avec un cœur cherchant le Tao. Qui parmi nous n'a pas été comme ça un jour? Malheureusement, la voie de l'immortalité est vraiment difficile. Même si vous éliminez tout le miasme, très peu peuvent sentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre et l'attirer dans leur corps. Vous, jeune maître fortuné, feriez mieux de rester dans votre monde d'origine et de profiter de la vie plutôt que de poursuivre la voie de l'immortalité avec tant de désespoir. Après le départ de Sun Zion, j'utilise ma plaque de ménage pour réclamer une résidence gratuite. De nombreuses maisons sont densément regroupées ici. La plupart n'ont qu'une seule pièce, mais heureusement, chacune a une petite cour entourée de murs, elles n'ont pas l'air trop minables. Après m'avoir remis la clé, le guide se retourne et part. En entrant dans la pièce, je regarde autour de moi. À l'intérieur, il n'y a qu'un lit, quelques tables et chaises, mais grâce à ceux du royaume scellé, je me suis enfin installé. Malheureusement, dans ce groupe, à part Suchanju, les autres semblent tous médiocres, manquant de la volonté de cultiver et peu susceptibles d'accomplir de grandes choses. Maintenant, mon objectif principal est d'éliminer le miasme de mon corps. Bien que les places dans le bassin spirituel de purification du corps soient extrêmement précieuses, le grand vaisseau de divination est rempli d'or, d'argent et de bijoux innombrables. Obtenir une place par la corruption ne devrait pas être un problème. Mais si cela se sait, il y aura des problèmes. Comme le dit le proverbe, n'étalez pas votre richesse. Sans aucune relation ici, être pris pour cible serait très problématique. À ce moment-là, quelqu'un frappe à ma porte de l'extérieur. En me levant, je sors une épée courte du grand vaisseau de divination et la saisis fermement. Quand j'ouvre la porte, je découvre que c'est ce type grassouillet de tout à l'heure. L'homme grassouillet entre et demande si je ne suis pas l'un des leurs, du royaume sectionné. Il me demande aussi sérieusement qui je suis vraiment et quel est mon but en infiltrant l'île Glace. En entendant cela, mon expression s'assombrit. Je lui demande comment il sait que je ne suis pas du royaume sectionné. Il dit que lorsqu'ils sont tombés dans les hauts, il m'a vu émerger soudainement dessous la surface. Au début, il a cru que c'était une illusion. Mais après y avoir repensé, il a réalisé que je n'étais pas dans le groupe depuis le début. En entendant cela, je lui dis qu'il est assez perspicace et méticuleux. L'homme grassouillet se rengorge aussitôt, disant qu'à part lui, ces autres imbéciles n'ont même pas remarqué une personne en plus. Je demande si vraiment personne d'autre n'a remarqué. Tout en parlant, je révèle l'épée courte dans ma main et m'approche lentement de lui. Mais ce type grassouillet reste totalement inconscient, se vantant encore. Avant qu'il ait fini de parler, il sent soudain un frisson dans son dos. Puis il voit une lame lui transpercer la poitrine. Après qu'il ait complètement perdu connaissance, je retire l'épée courte et range cette arme du crime dans le grand vaisseau de divination. Ensuite, je range aussi le cadavre du type grassouillet à l'intérieur. Ce type s'est fié à sa petite once d'intelligence. En découvrant que j'aurais pu m'infiltrer, il s'est précipité ici impatiemment pour me menacer. Quelle bêtise. De plus, ce maître immortel dont on ne voyait pas le visage et le pavillon du trésor céleste de Sun Zeng agissent tous avec une extrême prudence, craignant que cette affaire ne soit sue. De là, je peux facilement déduire que l'identité des mortels du royaume immortel sectionné ne doit pas être révélée. Donc même si une personne disparaît, ils n'oseront pas enquêter ouvertement. Même s'ils savent que ce type grassouillet est venu dans ma chambre ce soir, sans même trouver de cadavre, ils ne pourront certainement rien me faire. Les événements se déroulent exactement comme je l'avais prévu. Après plusieurs jours, à part Suchanju qui a posé des questions, la disparition du type grassouillet n'attire aucune attention. Pendant ce temps, je me renseigne sur diverses affaires sur l'île tout en complotant sur la façon d'utiliser raisonnablement l'or, l'argent et les bijoux à l'intérieur du grand vaisseau de divination. Peu à peu, j'obtiens une compréhension générale de l'île Glace. Cette région maritime est appelée la mer des nuages amoncelés. La mer des nuages amoncelés est vaste et sans limite, avec des dizaines de milliers d'îles éparpillées. L'île Glace est située dans la partie sud de la région de la mer centrale, de taille moyenne. L'île est nommée île Glace car une espèce de poisson à la chair délicieuse, appelé poisson glace, vit dans les eaux environnantes. Les poissons glaces sont populaires parmi les mortels. Certains maîtres immortels utilisent aussi les perles de glace qui se forment parfois à l'intérieur pour le raffinement de pilules. Ainsi, les maîtres immortels postés sur l'île Glace collectent une certaine quantité de perles de glace chaque année. La pêche aux poissons glaces en mer est le travail le plus populaire. Sur les poissons pêchés, seulement 70% doivent être remis. Les 30 restants peuvent être vendus librement. Mais aller en mer nécessite de grands navires. De plus, les bancs de poissons glaces sont imprévisibles. Pour les trouver, il faut les boussoles spirituelles spécialement fabriquées de l'île. Ces boussoles ne sont délivrées que pour les sorties en mer et doivent être rendues ensuite. Quiconque est surpris en train de pêcher en privé est passible d'exécution. J'ai aussi appris des habitants de l'île qu'une flotte est récemment partie en mer et a accidentellement découvert un navire coulé.
Après avoir envoyé des gens pour enquêter, ils ont découvert des dizaines de coffres d'or, d'argent et de bijoux. Pour les objets récupérés sur les navires coulés, les règles de l'île sont les mêmes que pour les poissons glaces. On peut garder 30%, les 70% restants étant remis aux autorités. Après cet incident, toute l'île a été immédiatement en émoi. Beaucoup de gens ont commencé à chercher en privé des relations pour obtenir une qualification pour le prochain voyage en mer. Donc maintenant, tant que je peux obtenir une qualification pour le voyage en mer, je peux légitimer avec succès la richesse de mon grand vaisseau de divination. La difficulté est de savoir comment obtenir une qualification individuelle pour le voyage en mer. Trop de gens sur l'île veulent rejoindre les flottes. Après quelques demandes informelles, j'ai compris la clé du problème. Le seigneur de El-Ilglaz a 3 confidents principaux. Le gérant Jao s'occupe du personnel de l'île. Le gérant Qian s'occupe des finances. Le gérant Jao s'occupe de la sécurité. La plupart des quotas pour les voyages en mer sont entre les mains du gérant Qian. Le gérant Jao et le gérant Zhou ont toujours voulu intervenir, mais le gérant Qian garde un contrôle ferme, ne leur accordant qu'une ou 2 flottes. Le jour de l'enregistrement, l'attitude du gérant Jao envers moi était différente de celle des autres. Même maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je pourrais peut-être rencontrer ce gérant Jao. Alors le lendemain, je me rends au pavillon du Trésor Céleste, espérant approcher le gérant Jao par l'intermédiaire de Sun Zong. Mais de manière inattendue, les hommes en noir à l'extérieur ont refusé ma demande assez catégoriquement. Cela m'intrigue beaucoup. Le pavillon du Trésor Céleste est un lieu de commerce. Comment peuvent-ils refuser les gens sans même les voir? De plus, ces hommes en noir m'ont refusé sans même entrer pour demander. Ils semblent déjà savoir qui je suis. Serait-il arrivé quelque chose avec les gens du royaume sectionné qui auraient poussé Saint-Jang à se retourner complètement contre eux? Après être retourné et avoir fait quelques recherches, j'ai appris ce qui s'était passé. Su Shangyu, afin de se débarrasser rapidement de son miasme, a résolument choisi de devenir un sujet de test. Avant de partir, il a signé son nom sur le contrat restant. Ainsi, les 3 contrats sont remplis, et le contrat disparaît complètement. Ces gens du royaume sectionné n'ont plus aucune relation avec le pavillon du Trésor Céleste. Après avoir entendu cela, je dis que je ne m'attendais pas à ce que Su Shangyu soit si résolu. Cet homme dit qu'il avait déjà conseillé Su Shangyu, mais que ce dernier n'a rien voulu écouter. Il dit aussi que s'il ne s'agissait pas de sauver sa sœur en phase terminale, Su Shangyu ne serait pas si désespéré. Après avoir entendu son récit, je me dis que même si Sun Zong choisit de m'éviter, je n'abandonnerai pas si facilement. Ce jour-là, en partant, il a offert des mots de réconfort à Su Shangyu. D'après cela, il ne semble pas être une mauvaise personne. Son attitude froide d'auparavant était probablement due au fait qu'il ne voulait pas avoir trop de liens avec les mortels du royaume immortel sectionné. Alors le lendemain, je reviens au pavillon du Trésor Céleste. L'homme en noir me maudit immédiatement en me voyant, demandant si je cherche la mort. En entendant cela, je dis calmement que je suis venu au pavillon du Trésor Céleste pour faire des affaires. Vous ne me laissez même pas passer la porte avant de me chasser. Est-ce là la manière du pavillon du Trésor Céleste de traiter ses invités? Mes paroles attirent immédiatement l'attention des passants. En voyant cela, l'homme en noir a des sueurs froides. Alors que de plus en plus de gens s'arrêtent à l'extérieur, l'homme en noir va, impuissant, faire son rapport puis me fait entrer. Il m'amène dans un salon d'invités et demande à une servante de me servir du thé. Après avoir pris la tasse de thé et bu une gorgée, je le loue inconsciemment comme un excellent thé. À ce moment, Sun Zong entre et dit que c'est du thé du dragon de roche de Grand Jade, qui pousse autour des évents volcaniques sous-marins près de l'île du Grand Jade. Maintenant que l'île du Grand Jade est détruite, ce thé du dragon de roche de Grand Jade est temporairement devenu extrêmement rare. En entendant cela, je pose la tasse de thé et dis que j'ai bénéficié de la générosité de l'aîné Sun. Sun Zong s'approche de moi et dit qu'il a déjà rempli ses obligations concernant Dali. Il me demande pourquoi je le cherche encore. Je dis qu'il se trompe. Je suis venu cette fois pour discuter affaires. En entendant cela, Sun Zeng demande avec dédain quelle qualification j'ai pour faire des affaires avec lui. À cela, je ne dis rien. Au lieu de ça, je lui lance un regard froid. Il semble voir dans mon regard quelque chose de différent des mortels ordinaires. Alors il s'approche de la table et demande de quelles affaires je veux discuter. Je demande si le pavillon du Trésor Céleste est intéressé par les quotas de la flotte de voyage en mer. Sun Zhang dit que chaque fois qu'une flotte prend la mer, non seulement ils peuvent attraper des poissons vernissés et gagner beaucoup d'argent, mais ils peuvent aussi récolter des trésors sous-marins inattendus. Donc, bien sûr, le pavillon du Trésor Céleste est intéressé par de telles choses. Mais pour l'instant, les quotas de voyage en mer sont fermement contrôlés par le gérant Qian. Sans parler du pavillon du Trésor Céleste. Même le gérant Jao ne peut obtenir qu'un ou 2 quotas. Il demande quelle capacité un nouveau venu comme moi a pour oser viser les quotas. Je dis que si je peux rencontrer le gérant Qian, j'ai ma propre façon de le persuader. Alors que la pièce tombe dans le silence, la porte s'ouvre soudainement. Une femme voilée entre et dit, alors qu'il rencontre le gérant Qian. Si ça ne marche pas, découpez-le et jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. En voyant qui est arrivé, Sun Zong se lève immédiatement et joint ses mains en disant, salutations, tenancière. Après qu'elle s'est assise, je joins aussi mes mains en remerciement. La tenancière dit que je semble assez confiant, pas comme quelqu'un qui se vante. Je dis que j'ai toujours tenu ma parole, sans exception. En entendant cela,
La tenancière dit que si cette affaire réussit, le pavillon du trésor céleste devra en tirer un certain bénéfice. Je dis que selon les règles de l'île, je peux garder 30% de la récolte de chaque voyage en mer. Mais à l'avenir, je ne prendrai pas la moindre part de ces 30%. Je vous l'offrirai en totalité, avoué au gérant Zhao. Après avoir entendu cela, la tenancière demande, perplexe, pourquoi je me donne toute cette peine. Je dis que je veux une place pour entrer dans la piscine spirituelle de purification du corps. Les deux personnes en face de moi se figent en entendant cela. Puis la tenancière se tient le ventre et rit de bon cœur. Elle dit qu'à mon âge, je veux encore cultiver comme les jeunes. Finalement, ce n'est que lorsqu'elle est faible à force de rire qu'elle s'arrête. Quand elle s'arrête complètement, je dis calmement, je ne cherche que la longévité. Sans regret, même face à la mort. En entendant cela, la tenancière s'arrête un instant et me regarde à nouveau. Puis elle retire son expression enjouée et dit qu'elle accepte. Alors que je pars, la tenancière dit qu'après avoir fixé une date, elle enverra quelqu'un pour me prévenir. Je leur dis que j'habite au bâtiment 6, maison 7 à l'extérieur de la ville, puis je me retourne pour partir. Après que je me suis éloigné, Sun Zong dit que cette place pour la piscine spirituelle de purification du corps n'est pas facile à obtenir. La tenancière dit que bien que la compétition soit féroce chaque année, le pavillon du trésor céleste n'est pas sans moyen de rivaliser. Si cette personne peut vraiment obtenir une flotte de voyage en mer en seulement 5 ans, les profits de la flotte équivaudront à une place. Cette affaire est un pur profit sans aucune perte. À ce moment-là, elle fait une pause. Puis elle dit, les yeux de cette personne semblaient assez effrayants. Sur le chemin du retour, je suis passé chez un apothicaire et j'ai acheté le mantra de purification du cœur jaune profond et les herbes médicinales correspondantes. Même si tout se passe bien, il reste encore 2 ans avant l'ouverture de la piscine spirituelle de purification du corps. Pendant ce temps, je pourrais aussi bien essayer de cultiver pour voir les effets. Peut-être que mon talent est exceptionnel, et je n'aurai pas besoin de 2 ans pour éliminer le miasme moi-même. Les jours suivants, je reste dans ma chambre à me reposer. Qui aurait cru qu'avant d'attendre l'invitation du gérant Zhao, j'apprends une nouvelle choquante. Su Shangju est mort. Quand son corps est revenu, il ne restait qu'une masse de chair tordue, d'apparence complètement inhumaine, vraiment horrible à voir. Ces gens du royaume scellé viennent d'arriver et ne peuvent même pas réunir assez d'argent pour acheter une concession funéraire. Ils préparaient un enterrement en mer. Ne pouvant le supporter, j'ai donné de l'argent pour que Su Shangju puisse être enterré dignement. Cet héritier du prince de la pacification du sud du royaume scellé, Xiaohang, pleure pitoyablement. Mais je ne ressens rien de particulier, juste un peu de mélancolie. Su Shangju se conduisait correctement et avait une volonté remarquablement ferme. Bien qu'il ne soit pas un génie unique en un siècle, il n'était certainement pas une personne ordinaire. Pourtant, même une telle personne n'a pas pu passer cette condition préalable de l'élimination du miasme. La voie de la cultivation semble plus difficile que je ne l'imaginais. Plus tard, en cultivant le mantra de purification du cœur jaune profond, je ressens encore plus profondément à quel point la cultivation est difficile. Je réalise aussi que je n'ai pas un talent exceptionnel non plus. Pendant près d'1 mois, je reste à l'intérieur chaque jour à cultiver ce mantra. Généralement, même les gens au talent médiocre montrent des améliorations évidentes d'énergie et de vitesse de pensée après un demi-mois de pratique. Mais durant tout ce mois, je n'ai ressenti aucun changement. Après un autre demi-mois, j'ai enfin reçu des nouvelles du pavillon du trésor céleste. Je suis l'homme en noir jusqu'à l'une des cours privées du pavillon du trésor céleste. Voyant le dos du gérant Zhao, je m'avance rapidement et joins mes mains en guise de salutation. Le gérant Zhao dit qu'il a entendu par les gens du pavillon du trésor céleste que je cherche un quota pour la flotte de voyage en mer. Il dit que mon appétit est assez grand, mais se demande sur quoi je me base. Je dis que les flottes qui prennent la mer ne cherchent au final que la richesse. Je me demande ce que le gérant Zhao pense d'une comparaison entre les profits de la pêche aux poissons vernissés et la récupération directe de trésors d'épaves sous-marines. Le gérant Zhao dit que plusieurs voyages en mer réguliers équivalent à peine à la découverte d'un trésor. Comment une telle chance pourrait-elle se produire à chaque fois? Ce n'est arrivé que quelques fois en plus de 10 ans. Quand il a fini, je dis que si la flotte que je commande pouvait ramener certains trésors à chaque voyage. En entendant cela, un éclair de lumière rouge traverse à nouveau les pupilles du gérant Zhao. Puis il murmure pour lui-même que je ne mens pas en fait. En entendant cela, je suis très surpris et je lui demande comment il est certain que je ne mens pas. Le gérant Zhao dit que depuis l'enfance, il a des yeux anormaux qui peuvent discerner le vrai du faux. Tout à l'heure quand j'ai parlé, il m'a vu émaner une douce lumière blanche, prouvant que mes paroles sont vraies et que mes intentions ne sont pas malveillantes. Je suis d'abord surpris qu'une telle chose existe. Puis je demande si son attitude légèrement différente envers moi le jour de l'inscription signifiait qu'il avait vu quelque chose. Le gérant Zhao dit qu'il a vu que je ne venais pas d'une famille riche ordinaire, et que mes mains étaient tachées de beaucoup de sang, que je n'étais clairement pas une personne commune. La raison pour laquelle il a été si poli avec moi était simplement pour nouer nonchalamment une connexion favorable. En entendant cela, je dis que ce jour-là, lors de l'inscription, Sun Zeng a dit que nous étions tous des victimes de catastrophes. Vous avez certainement vu clair, n'est-ce pas? Le gérant Zhao dit que ça n'a pas d'importance. Avec des maîtres immortels stationnés sur l'île, il n'y a pas à craindre de problème. Tant qu'ils se tiennent tranquilles, rien n'arrivera à ces mortels de contrebande. De plus,
le rassemblement des victimes de catastrophes a été ordonné par les maîtres immortels. Comment pourrait-il rendre les choses difficiles pour Sun Zeng qui a amené tant de victimes de catastrophes sur l'île de Verre? Après avoir conversé, je lui ai demandé s'il pouvait considérer ma demande de quota de voyage en mer. Le gérant Zhao s'assoit et dit qu'en tant que nouveau venu sans relation, me donner directement une flotte causerait certainement beaucoup de mécontentement. Après un moment de silence, il dit que la prochaine fois en mer, je devrais d'abord suivre la flotte. Si, comme je l'ai dit, des trésors peuvent vraiment être récupérés à chaque fois, alors en quelques voyages, l'équipage sera convaincu. Alors je pourrai légitimement prendre le commandement de la flotte. En entendant cela, je joins mes mains et dis que la considération du gérant Zhao est méticuleuse. Peu après, Sun Zeng transmet cette affaire à la tenancière. La tenancière est très surprise en l'apprenant. Elle n'arrive pas à croire que j'ai persuadé le gérant Zhao si facilement. Elle se demande si ce vieil homme ne se vante pas et s'il a vraiment la confiance nécessaire pour obtenir une flotte. Sun Zeng dit qu'il ne connaît pas les détails de la conversation, donc il ne sait pas sur quoi je compte vraiment. Après un moment de réflexion, la tenancière ordonne à Sun Zeng de me livrer l'acté de propriété de cette cour vacante de la ruée. En entendant cela, Saint-Jiang répond immédiatement avec agitation, disant qu'ils ont acquis cette propriété à grands frais spécifiquement pour soudoyer le gérant Qian. Et maintenant il la donne à ce nouveau venu. Il propose d'attendre que la flotte soit réellement obtenue avant de prendre un tel engagement. La tenancière fronce les sourcils et lui dit de simplement suivre les ordres. Au moment où la flotte sera vraiment obtenue, un simple